Marguerite Duras, La douleur. Partie 2. Dimanche 22 avril 1945. D a dormi là. Cette nuit, on n'a encore pas téléphoné. Il faut que j'aille voir Madame Borde. Je me fais un café très fort. Je prends un cachet de Coridrane. Les vertiges vont cesser et cette envie de vomir. Ça va aller mieux. C'est dimanche, il n'y a pas de courrier. Je porte un café à D, il me regarde, il a un sourire très doux. Merci ma petite Marguerite. Je crie que non. Mon nom me fait horreur. Après la Coridrane, on transpire très fort et la fièvre tombe. Aujourd'hui, je ne vais ni au centre ni à l'imprimerie. Il faut acheter le journal. Encore une photo de Belsen. Une fosse très longue dans laquelle sont alignés des cadavres, des corps maigres, comme encore on n'a jamais vu. Le cœur de Berlin est à 4 kilomètres du front. Le communiqué russe sort de son habituelle discrétion. M. Pleven fait semblant de gouverner la France. Il annonce la remise en ordre des salaires, la revalorisation des produits agricoles. M. Churchill dit « Nous n'avons plus longtemps à attendre ». La jonction est peut-être pour aujourd'hui entre les Alliés et les Russes. Debreu-Bridel s'insurge contre les élections qui vont avoir lieu sans les déportés et les prisonniers de guerre. En deuxième page du FN, on annonce que 1000 déportés ont été brûlés vifs dans une grange le 13 avril au matin, du côté de Magdebourg. Dans l'art de la guerre, Frédéric Noël dit « Les uns s'imaginent que la révolution artistique résulte de la guerre. En réalité, les guerres agissent sur d'autres plans. Samson fait 20 000 prisonniers. Monty a rencontré Eisenhower. Berlin brûle. Staline doit voir de son poste de commandement un merveilleux et terrible spectacle. Au cours des dernières 24 heures, on a compté 27 alertes à Berlin. Il y a encore des vivants. J'arrive chez Madame Borde. Le fils est dans l'entrée. La fille pleure sur un divan. La loge est sale et en désordre, sombre. La loge est pleine de pleurs de Madame Borde. Elle ressemble à la France. Nous voilà bien, dit le fils. Elle ne veut plus se lever. Madame Borde est couchée. Elle me regarde. Elle est défigurée par les pleurs. Elle dit « Eh bien voilà, je recommence. Il n'y a aucune raison de vous mettre dans cet état. Le 3A n'est pas encore revenu. » Elle frappe du poing sur son lit. Elle crie « Vous m'avez déjà dit ça il y a 8 jours. » Je ne l'invente pas. Lisez le journal. Dans le journal, c'est pas clair. Elle est butée. Elle ne veut plus me regarder. Elle dit « Vous me dites qu'il n'en revient pas. Il n'y a que ça dans les rues. » Ils savent que je vais très souvent au ministère de Fresnay, au service des recherches. Si je sais m'y prendre, Madame Borde se lèvera de nouveau pendant 3 jours. La fatigue. C'est vrai que le 3A doit être libéré depuis 2 jours. Madame Borde attend que je lui parle. Là-bas, sur les routes, un homme sort d'une colonne. Rafale de mitraillettes. J'ai envie de la laisser mourir. Mais le jeune fils me regarde. Alors on lit la chronique. Ceux qui reviennent. Et on invente. Je vais acheter du pain, je remonte. D joue du piano. Il a toujours joué du piano, dans toutes les circonstances de sa vie. Je m'assieds sur le divan. Je n'ose pas lui dire de ne pas jouer du piano. Ça fait mal dans la tête et ça fait revenir la nausée. C'est curieux tout de même. Aucune nouvelle à ce point-là. Ils ont autre chose à faire. Des millions d'hommes attendent la consommation de la faim. L'Allemagne est en bouillie. Berlin flambe. 1000 villes sont rasées. Des millions de civils fuient. Le corps électoral de Hitler est en fuite. À chaque minute, 50 bombardiers partent des terrains d'aviation. Ici, on s'occupe des élections municipales. On s'occupe aussi du rapatriement des prisonniers de guerre.
On a parlé de mobiliser les voitures civiles et les appartements. Mais on n'a pas osé, de crainte de déplaire à ceux qui les possèdent. De Gaulle n'y tient pas. De Gaulle n'a jamais parlé de ses déportés politiques qu'en troisième lieu, après avoir parlé de son front d'Afrique du Nord. Le 3 avril, De Gaulle a dit cette phrase criminelle. Les jours des pleurs sont passés, les jours de gloire sont revenus. Nous ne pardonnerons jamais. Il a dit aussi, parmi les points de la terre que le destin a choisis pour y rendre ses arrêts, Paris fut en tout temps symbolique. Il l'était lorsque la reddition de Paris en janvier 1871 consacrait le triomphe de l'Allemagne prussienne. Il l'était lors des fameux jours de 1914. Il l'était encore en 1940. Il ne parle pas de la Commune. Il dit que la défaite de 1870 a consacré l'existence de l'Allemagne prussienne. La Commune, pour De Gaulle, consacre cette propension vicieuse du peuple à croire à sa propre existence, à sa propre force. De Gaulle, laudateur de la droite par définition, il s'adresse à elle quand il parle, et à elle seule, voudrait saigner le peuple de sa force vive. Il le voudrait faible et croyant. Il le voudrait gaulliste, comme la bourgeoisie. Il le voudrait bourgeois. De Gaulle ne parle pas des camps de concentration. C'est éclatant à quel point il n'en parle pas, à quel point il répugne manifestement à intégrer la douleur du peuple dans la victoire. Cela de peur d'affaiblir son rôle à lui. De Gaulle, d'en diminuer la portée. C'est lui qui exige que les élections municipales se fassent maintenant. C'est un officier d'active. Autour de moi, au bout de 3 mois, on le juge, on le rejette pour toujours. On le hait aussi, les femmes. Plus tard, il dira « La dictature de la souveraineté populaire comporte des risques que doit tempérer la responsabilité d'un seul. » Est-ce qu'il a jamais parlé du danger incalculable de la responsabilité du chef? Le révérend Père Panis a dit à Notre-Dame, à propos du mot « révolution », soulèvement populaire, grève générale, barricade, etc. On ferait un très beau film. Mais y a-t-il la révolution autre que spectaculaire? Changement vrai, profond, durable? Voyez 1789, 1830, 1848. Après un temps de violence et quelques remous politiques, le peuple se lasse. Il lui faut gagner sa vie et reprendre le travail. Il faut décourager le peuple. Le R.P. Panis dit aussi « Quand il s'agit de ce qui cadre, l'Église n'existe pas. Elle approuve. » De Gaulle a décrété le deuil national pour la mort de Roosevelt. Pas de deuil national pour les déportés morts. Il faut ménager l'Amérique. La France va être en deuil pour Roosevelt. Le deuil du peuple ne se porte pas. On n'existe plus à côté de cette attente. Il passe plus d'images dans notre tête qu'il y en a sur les routes d'Allemagne. Des rafales de mitraillettes à chaque minute à l'intérieur de la tête. Et on dure, elle ne tue pas. Fusillé en cours de route, mort, le ventre vide. Sa faim tourne dans la tête, pareil à un vautour. Impossible de rien lui donner. On peut toujours tendre du pain dans le vide. On ne sait même pas s'il a encore besoin de pain. On achète du miel, du sucre, des pâtes. On se dit, s'il est mort, je brûlerai tout. Rien ne peut diminuer la brûlure que fait sa faim. On meurt d'un cancer, d'un accident d'automobile. De faim? Non, on ne meurt pas de faim. On est achevé avant. Ce que la faim a fait est parachevé par une balle dans le cœur. Je voudrais pouvoir lui donner ma vie. Je ne peux pas lui donner un morceau de pain. Ça ne s'appelle plus penser, ça. Tout est suspendu. Madame Borde et moi, nous en sommes au présent. Nous pouvons prévoir un jour de plus à vivre. Nous ne pouvons plus prévoir 3 jours. Acheter du beurre ou du pain pour dans 3 jours serait quant à nous faire injure au bon plaisir de Dieu. Nous sommes scellés à Dieu, accrochés à quelque chose comme Dieu. Toutes les conneries, me dit D, toutes les idioties, vous les aurez dites.
Madame Borde aussi. En ce moment, il y a des gens qui disent « Il faut penser l'événement ». D me dit cela. Il faudrait essayer de lire. On devrait pouvoir lire, quoi qu'il arrive. On a essayé de lire. On aura tout essayé. Mais l'enchaînement des phrases ne se fait plus. Pourtant on soupçonne qu'il existe. Mais parfois, on croit qu'il n'existe pas, qu'il n'a jamais existé, que la vérité c'est maintenant. Un autre enchaînement nous tient, celui qui relie leur corps à notre vie. Peut-être est-il mort depuis 15 jours déjà, paisible, allongé dans ce fossé noir. Déjà, les bêtes lui courent dessus, l'habitent. Une balle dans la nuque, dans le cœur, dans les yeux. Sa bouche blême contre la terre allemande. Et moi qui attends, toujours, parce que ce n'est pas tout à fait sûr. Qu'il en a peut-être pour une seconde encore, parce que d'une seconde à l'autre, il va peut-être mourir, mais que ce n'est pas encore fait. Ainsi, seconde après seconde, la vie nous quitte, nous aussi. Toutes les chances se perdent. Et aussi bien la vie nous revient, toutes les chances se retrouvent. Peut-être est-il dans la colonne, peut-être avance-t-il, courbé, pas à pas. Peut-être qu'il ne va pas le faire, le second pas, tellement il est fatigué. Peut-être que ce prochain pas, il n'a pas pu le faire, il y a de ça 15 jours, 6 mois, 1 heure, 1 seconde. Il n'y a plus la place en moi pour la première ligne des livres qui sont écrits. Tous les livres sont en retard sur Madame Borde et moi. Nous sommes à la pointe d'un combat sans nom, sans armes, sans sang versé, sans gloire, à la pointe de l'attente. Derrière nous s'étale la civilisation en cendres et toute la pensée, celle depuis des siècles, amassée. Madame Borde se refuse à toute hypothèse. Dans la tête de Madame Borde, comme dans la mienne, ce qui survient, ce sont des bouleversements sans objet, des arrachements d'on ne sait quoi, des écrasements idem, des distances qui se créent, comme vers des issues, et puis qui se suppriment, se réduisent jusqu'à presque mourir. Ce n'est que souffrance partout, saignement et cris. C'est pourquoi la pensée est empêchée de se faire. Elle ne participe pas au chaos, mais elle est constamment supplantée par ce chaos, sans moyen, face à lui. Avril, dimanche. Toujours sur le divan près du téléphone. Aujourd'hui, oui, Berlin sera pris. On nous l'annonce tous les jours, mais aujourd'hui ce sera vraiment la fin. Les journaux disent comment nous la prendrons. Par les sirènes qui sonneront une dernière fois. La dernière fois de la guerre. Je ne vais plus au centre, je n'irai plus. Il en arrive au Lutetia, il en arrive gare de l'Est, gare du Nord. C'est fini. Non seulement je n'irai plus au centre, mais je ne bougerai plus. Je le crois, mais hier aussi je le croyais. Et à 10 heures du soir, je suis sortie, j'ai pris le métro. Je suis allée sonner chez D. Il m'a ouvert. Il m'a prise dans ses bras. Rien de nouveau depuis tout à l'heure? Rien. Je n'en peux plus. Je suis repartie. Je n'ai même pas voulu entrer dans sa chambre. J'avais seulement envie de voir D, pour vérifier qu'il n'y avait aucun signe particulier sur son visage, aucun mensonge, sur la mort. Sur le coup de 10 heures, tout à coup, chez moi, la peur était entrée. La peur de tout. Je m'étais retrouvée dehors. Tout à coup, j'avais relevé la tête et l'appartement avait changé. La clarté de la lampe aussi, jaune, tout à coup. Et tout à coup, la certitude en rafale. Il est mort, mort, mort. Le 21 avril, mort le 21 avril. Je m'étais levée et j'étais allée au milieu de la chambre. C'était arrivé en 1 seconde. Plus de battements aux tempes, ce n'est plus ça. Mon visage se défait, il change. Je me défais, je me déplie, je change. Il n'y a personne dans la chambre où je suis. Je ne sens plus mon cœur. L'horreur monte lentement dans une inondation. Je me noie. Je n'attends plus tellement j'ai peur. C'est fini? C'est fini? Où es-tu? Comment savoir? Je ne sais pas où il se trouve. Je ne sais plus non plus où je suis. Je ne sais pas où nous nous trouvons. Quel est le nom de cet endroit-ci?
Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? De quoi s'agit-il? Qui c'est ça? Robert L? Plus de douleur, je suis sur le point de comprendre qu'il n'y a plus rien de commun entre cet homme et moi. Autant en attendre un autre. Je n'existe plus. Alors du moment que je n'existe plus, pourquoi attendre Robert L? Autant en attendre un autre si ça fait plaisir d'attendre. Plus rien de commun entre cet homme et elle. Qui est ce Robert L? A-t-il jamais existé? Qu'est-ce qui fait ce Robert L, quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il soit attendu, lui, et pas un autre? Qu'est-ce qu'elle attend en vérité? Quelle autre attente attend-elle? À quoi joue-t-elle depuis 15 jours qu'elle se monte la tête avec cette attente-là? Que se passe-t-il dans cette chambre? Qui est-elle? Qui elle est? D le sait. Où est D? Elle le sait. Elle peut le voir et lui demander des explications. Il faut que je le voie, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé. Je suis allée le voir. En apparence, rien n'était arrivé. Mardi 24 avril. Le téléphone sonne. Je me réveille dans le noir. J'allume, je vois le réveil. 5h30, la nuit. J'entends. Allô? Quoi? C'est D qui a dormi à côté. J'entends. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Oui, c'est ici, oui, Robert L. Silence. Je suis près de D, qui tient le téléphone. J'essaye d'arracher l'écouteur, ça dure. D ne lâche pas. Quelle nouvelle? Silence. On parle de l'autre côté de Paris. J'essaye d'arracher le téléphone, c'est dur, c'est impossible. Et alors, des camarades? D lâche le téléphone et il me dit. Ce sont des camarades de Robert qui sont arrivés au Gaumont. Elle hurle. C'est pas vrai! D a repris l'appareil. Et Robert? Elle essaye d'arracher. D ne dit rien, il écoute. L'appareil est à lui. Vous ne savez rien de plus? D se retourne vers elle. Ils l'ont quitté il y a 2 jours. Il était vivant. Elle n'essaye plus d'arracher le téléphone. Elle est par terre, tombée. Quelque chose a crevé avec les mots disant qu'il était vivant il y a 2 jours. Elle laisse faire. Ça crève, ça sort par la bouche, par le nez, par les yeux. Il faut que ça sorte. D a posé l'appareil. Il dit son nom à elle. Ma petite Marguerite. Il ne s'approche pas. Il ne la relève pas. Il sait qu'elle est intouchable. Elle est occupée. Laissez-la tranquille. Ça sort en notes partout. Vivant, vivant. On dit ma petite Marguerite. Il y a 2 jours. Vivant comme vous et moi. Elle dit laissez-moi, laissez-moi. Ça sort aussi en plainte, en cri. Ça sort de toutes les façons que ça veut. Ça sort. Elle laisse faire. D dit il faut y aller. Ils sont au Gaumont. Ils nous attendent. Mais faisons-nous un café avant d'y aller. D a dit ça pour qu'elle prenne un café. D rit. Il ne cesse pas de parler. Ah, c'est un sacré bonhomme. Comment a-t-on pu penser qu'il l'aurait? Mais c'est un malin, Robert. Il se sera caché au dernier moment. Nous croyions qu'il n'était pas débrouillard à cause de son air. D est dans la salle de bain. Il a dit à cause de son air. Elle est contre le placard de la cuisine, appuyée. C'est vrai. Il n'a pas l'air de tout le monde. Il était distrait. Il n'avait jamais l'air de rien voir, toujours en aller au cœur de l'absolue bonté. Elle se tient toujours contre le placard de la cuisine, toujours en aller au cœur de l'absolue douleur de la pensée. Elle fait le café. D répète. Dans 2 jours, on le verra arriver. Le café est prêt, le goût du café chaud. Il vit. Je m'habille très vite. J'ai pris un cachet de Coridrane. Toujours de la fièvre, je suis en nage. Les rues sont vides. D marche vite. On arrive au Gaumont, transformé en centre de transit. Comme convenu, on demande Hélène D. Elle vient, elle rit. J'ai froid. Où sont-ils? À l'hôtel. Elle nous conduit. L'hôtel. Tout est allumé. Il y a un va-et-vient de gens, d'hommes en costume rayé, de déportés et d'assistantes en blouse blanche. Il en arrive toute la nuit,
Voilà la chambre. L'assistante s'en va. Je dis à D. Frappez. Le cœur fait des bonds. Je ne vais pas pouvoir entrer. D frappe. Je rentre avec lui. Il y a 2 personnes au pied d'un lit, un homme et une femme. Ils ne disent rien. Ce sont des parents. Dans le lit, il y a 2 déportés. L'un d'eux dort, il a peut-être 20 ans. L'autre me sourit. Je demande. C'est vous, Perotti ? C'est moi. Je suis la femme de Robert L. On l'a quitté il y a 2 jours. Comment était-il ? Perotti regarde D. Il y en avait de beaucoup plus fatigués. Le jeune s'est réveillé. Robert L. Ah oui, on devait s'évader avec lui. Je demande. Il fusillait ? Les 2 jeunes gens se regardent. Ils ne répondent pas tout de suite. C'est-à-dire, ils avaient cessé de fusiller. D prend la parole. C'est sûr ? C'est Perotti qui répond. Le jour où l'on est parti, ça faisait 2 jours qu'ils avaient cessé de fusiller. Les 2 déportés parlent entre eux. Le jeune demande. Comment le sais-tu ? C'est le caporal qui me l'a dit. Moi. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il m'a dit qu'ils avaient reçu l'ordre de ne plus fusiller. Le jeune. Il y avait des jours où ils fusillaient et puis d'autres non. Perotti me regarde. Il regarde D. Il sourit. On est bien fatigué, il faut nous excuser. D a les yeux fixés sur Perotti. Comment se fait-il qu'il ne soit pas avec vous ? On l'a cherché ensemble au départ du train, mais on ne l'a pas trouvé. Pourtant on a bien cherché. Comment se fait-il que vous ne l'ayez pas trouvé ? Il faisait noir, dit Perotti. Puis on était encore nombreux malgré tout. Vous l'avez bien cherché ? C'est-à-dire, il se regarde. Ah oui, dit le jeune, pour ça. On l'a même appelé, même que c'était dangereux. C'est un bon camarade, dit Perotti. On l'a cherché. Il faisait des conférences sur la France. Il parlait. Fallait voir, il charmait son auditoire. Moi. Si vous ne l'avez pas trouvé, c'est qu'il n'y était plus. C'est qu'il avait été fusillé. D arrive près du lit. Il a des gestes brusques. Il est en colère. Il se contient. Il est presque aussi pâle que Perotti. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Les 2 se regardent. J'entends la voix de la femme. Ils sont fatigués. C'est comme si on interrogeait des coupables. On ne leur laisse pas une seconde de répit. Moi, en tout cas, je l'ai vu, dit le jeune, j'en suis sûr. Il regarde dans le vague et il répète qu'il en est sûr. Mais il n'est sûr de rien. Rien ne fera taire D. Essayez de vous rappeler. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Je l'ai vu dans la colonne, tu te souviens pas, sur la droite. Il faisait encore jour. C'était 1 heure avant d'arriver à la gare. Le jeune. Ce qu'on pouvait être crevé. Moi, en tout cas, je l'ai vu après son évasion. J'en suis sûre, puisqu'on s'était même entendu pour partir de là, de la gare. Quoi ? Son évasion ? Oui, il a essayé de s'évader, mais on l'a repris. Quoi ? On ne fusillait pas ceux qui s'évadaient ? Vous ne dites pas la vérité. Perotti ne sait plus raconter. Rien. Il a la mémoire en miettes. Il se décourage. Puisqu'on vous dit qu'il reviendra. À ce moment-là, D intervient. Violemment. Il me dit de me taire. Puis il recommence. Quand s'est-il évadé ? Il se regarde. C'est la veille ? Je crois bien. D demande, il supplie. Faites un effort. Nous nous excusons, mais essayez de vous rappeler. Perotti sourit. Je comprends bien, mais on est fatigué à un point. Ils se taisent un instant. Silence total. Puis le jeune. Moi, je suis sûre que je l'ai vu après qu'il se soit évadé. Je l'ai vu dans la colonne. Maintenant, j'en suis sûre. Perotti. Quand ? Comment ? Avec Girard, sur la droite, j'en suis sûre. Je répète. Comment savez-vous qu'il fusillait ? Perotti. Il n'y a pas de crainte à avoir. On l'aurait su. On le savait toujours. Les SS fusillaient à l'arrière de la colonne. Puis les copains se le répétaient jusqu'à la tête de la colonne. D. Ce qu'on voudrait savoir, c'est pourquoi vous ne l'avez pas trouvé. Il faisait noir, recommence Perotti. Peut-être qu'il s'est évadé une 2e fois, dit le jeune.
En tout cas, vous l'avez vu après sa première évasion. Sûr, dit Perotti. Tout ce qu'il y a de sûr. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Eh bien, il a été rossé. Philippe, il vous dira ça mieux que moi. C'était son camarade. Moi. Comment se fait-il qu'ils ne l'ont pas fusillé? Les Américains étaient si près, ils n'avaient plus le temps. Et puis, ça dépendait, dit le jeune. Vous vous étiez entendus avant l'évasion, pour vous évader ensemble, à la gare. Silence. Ils se regardent. Vous comprenez, dit D. Si vous lui aviez parlé après, ce serait une certitude de plus. Non. Ils ne savent plus. De cela, ils ne peuvent plus se souvenir. Ils se souviennent de certains mouvements de la colonne, de certains gestes des camarades, quand ils se jetaient dans les fossés pour se cacher. Des Américains, qui étaient partout, ils se souviennent aussi. Mais du reste, non. Ils ne se souviennent plus. Commence une autre période du supplice. L'Allemagne est en flammes. Il est à l'intérieur de l'Allemagne. Ce n'est pas tout à fait sûr, pas tout à fait, mais on peut dire ça. S'il n'a pas été fusillé, s'il est resté dans la colonne, il est dans l'incendie de l'Allemagne. « 24 avril. Il est 11h30 du matin. Le téléphone qui sonne. Je suis seule. C'est moi qui réponds. « C'est François Mitterrand, dit Morland. Philippe est arrivé. Il a vu Robert il y a 8 jours. Il allait bien. » J'explique. « J'ai vu Perotti. Il paraît que Robert s'est évadé, qu'il a été rattrapé. Quoi c'est Philippe ?»« François. C'est vrai, il a essayé de s'évader. Il a été repris par des enfants. » Moi. « Quand l'a-t-il vu pour la dernière fois ?» Silence. François. « Ils s'étaient évadés ensemble. Philippe était assez loin. Les Allemands ne l'ont pas vu. Robert était sur le bord de la route. Il a été battu. Philippe a attendu. Il n'a pas entendu de coup de feu. » Silence. « C'est sûr ?» ?»« C'est sûr. »« C'est peu. Il n'a pas revu ensuite ?» Silence. « Non, puisque Philippe n'était plus là, il s'était évadé. » »« C'était quand ?»« C'était le 13. » Je sais que tous ces calculs ont été faits par François Morland, qu'il n'a pas fait la moindre erreur. Quoi penser? Pas question, dit François. Il doit revenir. Moi. Est-ce qu'il fusillait dans la colonne? Silence. Ça dépendait. Venez à l'imprimerie. Non, je suis fatiguée. Que pense Philippe? Silence. Pas de question. Il doit être ici dans 48 heures. Moi. Comment est Philippe? Très fatigué. Il dit que Robert tenait encore, qu'il était mieux que lui. Sait-il quelque chose sur la destination du convoi? Non, aucune idée. Moi. Vous ne me racontez pas d'histoire? Non. Venez à l'imprimerie. Non, je n'irai pas, dites-moi. Et s'il n'est pas là dans 48 heures? Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Pourquoi vous avez dit ce chiffre, 48 heures? Parce que d'après Philippe, ils ont été libérés entre le 14 et le 25. Ce n'est plus possible autrement. Perotti évadé le 12, revenu le 24. Philippe évadé le 13, revenu le 24. Il faut compter de 10 à 12 jours. Robert devrait être là demain, ou après-demain. Peut-être demain. Jeudi 26 avril. D a appelé le docteur. La fièvre continue. Madame Katz, la mère de Janine Katz, mon amie, est venue habiter chez moi, en attendant sa fille déportée à Ravensbrück avec Marie-Louise, la sœur de Robert. Riby a téléphoné. Il a demandé Robert. Il était dans la colonne. Il s'est évadé avant Perotti. Il est rentré avant lui. Vendredi 27 avril. Rien. Ni dans la nuit, ni dans le jour. D m'apporte combat. En dernière minute, les Russes ont pris une station de métro à Berlin. Mais les canons de Yukov continuent à entourer et à pilonner les ruines de Berlin de 80 mètres en 80 mètres.
Stettin et Brno sont pris. Les Américains sont sur le Danube. Toute l'Allemagne est entre les mains des Américains. C'est difficile d'occuper un pays. Que peuvent-ils en faire? Je suis devenue comme Madame Borde. Je ne me lève plus. C'est Madame Katz qui fait les courses, la cuisine. Elle a le cœur malade. Elle a acheté du lait américain pour moi. Si j'étais vraiment malade, je crois que Madame Katz penserait moins à sa fille. Sa fille est infirme. Elle avait une jambe raide à la suite d'une tuberculose osseuse. Elle était juive. J'ai appris au centre qu'ils tuaient les infirmes. Pour les juifs, on commence à savoir. Madame Katz a attendu 6 mois, d'avril à novembre 1945. Sa fille était morte en mars 1945. On lui a notifié la mort en novembre 1945. Il a fallu 9 mois pour retrouver le nom. Je ne lui parle pas de Robert L. Elle a donné le signalement de sa fille partout, dans les centres, à toutes les frontières, à toute sa famille, on ne sait jamais. Elle a acheté 50 boîtes de lait américain, 20 kilos de sucre, 10 kilos de confiture, du calcium, du phosphate, de l'alcool, de l'eau de Cologne, du riz, des pommes de terre. Madame Katz dit mot pour mot. Tout son linge est lavé, raccommodé, repassé. J'ai fait doubler son manteau noir. J'ai fait remettre des poches. J'avais tout mis dans une grande malle avec de la naphtaline. J'ai tout mis à l'air. Tout est prêt. J'ai fait remettre des fers à ses souliers et j'ai mis un point assez bas. Je crois que je n'ai rien oublié. Madame Katz défie Dieu. « 27 avril. Rien. Le trou noir. Aucune lumière ne se fait. Je reconstitue la chaîne des jours, mais il y a un vide, un gouffre entre le moment où Philippe n'a pas entendu de coup de feu et la gare où personne n'a vu Robert L. Je me lève. Madame Katz est partie chez son fils. Je me suis habillée, assise près du téléphone. D arrive. Il exige que j'aille manger au restaurant avec lui. Le restaurant est plein. Les gens parlent de la fin de la guerre. Je n'ai pas faim. Tout le monde parle des atrocités allemandes. Je n'ai plus jamais faim. Je suis écœurée de ce que mangent les autres. Je veux mourir. Je suis coupée du reste du monde avec un rasoir, même de dés. Le calcul infernal. Si je n'ai pas de nouvelles ce soir, il est mort. D me regarde. Il peut bien me regarder. Il est mort. J'aurais beau le dire, D ne me croira pas. La Pravda écrit « La 12e heure a sonné pour l'Allemagne. Le cercle de feu et de fer se resserre autour de Berlin. » C'est fini. Il ne sera pas là pour la paix. Les partisans italiens ont capturé Mussolini à Faenza. Toute l'Italie du Nord est aux mains des partisans. Mussolini capturé, on ne sait rien d'autre. Torres parle de l'avenir. Il dit qu'il faudra travailler. J'ai gardé tous les journaux pour Robert L. S'il revient, je mangerai avec lui. Avant, non. Je pense à la mère allemande du petit soldat de 16 ans qui agonisait le 17 août 1944, seule, couchée sur un tas de pierres, sur le quai des Arts. Elle attend encore son fils. Maintenant que De Gaulle est au pouvoir, qu'il est devenu celui qui a sauvé notre honneur pendant 4 ans, qu'il est en plein jour, avare de compliments envers le peuple, il a quelque chose d'effrayant, d'atroce. Il dit « Tant que je serai là, la maison marchera. » De Gaulle n'attend plus rien, que la paix. Il n'y a que nous qui attendions encore, d'une attente de tous les temps, de celle des femmes, de tous les temps, de tous les lieux du monde, celle des hommes, au retour de la guerre. Nous sommes de ce côté du monde où les morts s'entassent, dans un inextricable charnier. C'est en Europe que ça se passe. C'est là qu'on brûle les Juifs, des millions. C'est là qu'on les pleure.
L'Amérique, étonnée, regarde fumer les crématoires géants de l'Europe. Je suis forcée de penser à cette vieille femme aux cheveux gris, qui attendra, dolente, des nouvelles de ce fils, si seul dans la mort. 16 ans, sur le quai des Arts. Le mien, quelqu'un l'aura peut-être vu, comme j'ai vu celui-là, dans un fossé, alors que ses mains appelaient pour la dernière fois, et que ses yeux ne voyaient plus. Quelqu'un qui ne saura jamais qui c'était pour moi que cet homme-là, et dont jamais je ne saurai qui il est. Nous appartenons à l'Europe. C'est là que ça se passe, en Europe, que nous sommes enfermés ensemble, face au reste du monde. Autour de nous, les mêmes océans, les mêmes invasions, les mêmes guerres. Nous sommes de la race de ceux qui sont brûlés dans les crématoires et dégazés de Majdanek. Nous sommes aussi de la race des nazis. Fonction égalitaire des crématoires de Buchenwald, de la faim, des fosses communes, de Bergen-Belsen. Dans ces fosses, nous avons notre part. Ces squelettes, si extraordinairement identiques, ce sont ceux d'une famille européenne. Ce n'est pas dans une île de la Sonde, ni dans une contrée du Pacifique que ces événements ont eu lieu. C'est sur notre terre, celle de l'Europe. Les 400 000 squelettes des communistes allemands qui sont morts à Dora de 1933 à 1938 sont aussi dans la grande fosse commune européenne, avec les millions de juifs et la pensée de Dieu, avec à chaque juif la pensée de Dieu. Chaque juif. Il n'y a pas en ce moment un seul Américain, fût-il coiffeur à Chicago, fût-il paysan du Kentucky, qui ignore ce qui s'est passé dans les camps de concentration en Allemagne. Les Américains veulent illustrer à nos yeux l'admirable mécanique de la machine de guerre américaine. Ils entendent par là le rassurement du paysan et du coiffeur, qui n'étaient pas sûrs au départ des raisons pour lesquelles on leur a pris leur fils pour se battre sur le front européen. Quand on leur apprendra l'exécution de Mussolini, pendu au crochet d'une boucherie, les Américains seront arrêtés de comprendre. Ils seront choqués. « 28 avril. Ceux qui attendent la paix n'attendent pas. Rien. Il y a de moins en moins de raisons de ne pas avoir de nouvelles. La paix apparaît déjà. C'est comme une nuit profonde qui viendrait. C'est aussi le commencement de l'oubli. La preuve en est déjà là. Paris est éclairé la nuit. La place Saint-Germain-des-Prés est éclairée, comme par des phares. Les deux magots sont bondés. Il fait encore trop froid pour qu'il y ait du monde sur la terrasse. Mais les petits restaurants sont bondés aussi. Je suis sortie. La paix m'est apparue imminente. Je suis rentrée chez moi rapidement, poursuivie par la paix. J'ai entrevu qu'un avenir possible allait venir, qu'une terre étrangère allait émerger de ce chaos et que la personne n'attendrait plus. Je n'ai de place nulle part ici. Je ne suis pas ici, mais là-bas avec lui, dans cette zone inaccessible aux autres, inconnaissable aux autres, là où ça brûle et où on tue. Je suis suspendue à un fil. La dernière des probabilités, celle qui n'aura pas de place dans les journaux. La ville éclairée a perdu pour moi toute autre signification que celle-ci. Elle est signe de mort, signe de demain, sans eux. Il n'y a plus rien d'actuel dans cette ville que pour nous qui attendons. Pour nous, elle est celle qu'ils ne verront pas. Tout le monde s'impatiente de voir la paix tant tarder à venir. Qu'attendent-ils pour signer la paix? On entend cette phrase partout. La menace est plus grande chaque jour. Aujourd'hui, on apprend que Hitler est mourant. C'est Himmler qui l'a dit à la radio allemande dans un dernier appel, en même temps qu'il adressait aux Alliés une demande de capitulation. Berlin brûle, défendu seulement par les 30 bataillons du suicide. Et dans Berlin,
Hitler se serait tiré une balle de revolver dans la tête. Hitler serait mort. Mais la nouvelle n'est pas certaine. 28 avril. Le monde entier attend. Himmler déclare dans son message que Hitler est mourant et qu'il ne survivra pas à l'annonce de la reddition sans condition. Celle-ci serait pour lui un choc mortel. Les USA et l'Angleterre ont répondu qu'ils n'acceptaient la reddition qu'en solidarité avec l'URSS. C'est à la conférence de San Francisco que Himmler a envoyé l'offre de capitulation. En dernière minute, Combat annonce que l'offre de capitulation aurait été faite en s'adressant aussi à la Russie. Les staliniens ne veulent pas livrer Mussolini aux Alliés. C'est de la main du peuple, disent les journaux, que Mussolini devra expier. Farinacci a été jugé par un tribunal populaire. Il a été exécuté sur la place d'une grande ville, en présence d'une foule considérable. À San Francisco, heure difficile pour l'Europe, elle est en minorité. C'est Stettinius qui préside. Combat écrit. Devant le spectacle que donnent les grands, les petites puissances relèvent la tête. On parle déjà de l'après-paix. Ils sont très nombreux, les morts. Les morts sont vraiment très nombreux. 7 millions de Juifs ont été exterminés, transportés en fourgons à bestiaux, et puis gazés dans les chambres à gaz faites à cet effet, et puis brûlés dans les fours crématoires faites à cet effet. On ne parle pas encore des Juifs à Paris. Leurs nouveau-nés ont été confiés au corps des femmes préposées à l'étranglement des enfants juifs, expertes en l'art de tuer à partir d'une pression sur les carotides. Dans un sourire, c'est sans douleur, elles disent. Ce nouveau visage de la mort organisée, rationalisé, découvert en Allemagne, déconcerte avant que d'indigner. On est étonné. Comment être encore allemand? On cherche des équivalences ailleurs, dans d'autres temps. Il n'y a rien. D'aucuns resteront éblouis, inguérissables. Une des plus grandes nations civilisées du monde, la capitale de la musique de tous les temps, vient d'assassiner 11 millions d'êtres humains à la façon méthodique, parfaite, d'une industrie d'État. Le monde entier regarde la montagne, la masse de morts donnée par la créature de Dieu à son prochain. On cite le nom de tel littérateur allemand qui a été affecté et qui est devenu très sombre et à qui ces choses ont donné à penser. Si ce crime nazi n'est pas élargi à l'échelle du monde entier, s'il n'est pas attendu à l'échelle collective, l'homme concentrationnaire de Belzone qui est mort seul avec une âme collective et une conscience de classe, celle-là même avec laquelle il fait sauter le boulon du rail, une certaine nuit, à un certain endroit de l'Europe, sans chef, sans uniforme, sans témoin, a été trahi. Si l'on fait un sort allemand à l'horreur nazie, et non pas un sort collectif, on réduira l'homme de Belzone aux dimensions du ressortissant régional. La seule réponse à faire à ce crime est d'en faire un crime de tous, de le partager, de même que l'idée d'égalité, de fraternité. Pour le supporter, pour en tolérer l'idée, partager le crime. Je ne sais plus quel jour c'était, si c'était encore un jour d'avril. Non, c'était un jour de mai, un matin, à 11h. Le téléphone a sonné. Ça venait d'Allemagne. C'était François Morland. Il ne dit pas bonjour, il est presque brutal, clair comme toujours. Écoutez-moi bien, Robert est vivant. Calmez-vous. Oui, il est à Dachau. Écoutez encore de toutes vos forces. Robert est très faible, à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Je dois vous le dire, c'est une question d'heures. Il peut vivre encore 3 jours, mais pas plus. Il faut que Des et Beauchamp partent aujourd'hui même, ce matin même, pour Dachau. Dites-leur ceci, qu'ils aillent tout de suite à mon cabinet. Ils sont au courant. Ils auront les uniformes d'officiers français, les passeports,
les ordres de mission, les bons d'essence, les cartes d'état-major, les laissez-passer. Qu'ils y aillent séance tenante. Il n'y a plus que ça à faire. Par les voies officielles, ils arriveraient trop tard. François Morland et Rodin avaient fait partie d'une mission organisée par le père Riquet. Ils étaient allés à Dachau, et c'est là qu'ils avaient trouvé Robert L. Ils avaient pénétré dans la partie interdite du camp, où on entreposait les morts et les cas désespérés. Et c'est là qu'un de ceux-ci avait clairement prononcé un prénom. François. François, et puis les yeux s'étaient refermés. Rodin et Morland avaient mis 1 heure avant de reconnaître Robert L. C'était Rodin qui finalement l'avait reconnu à cause de sa denture. Il l'avait enroulé dans un drap, comme on fait pour les morts, et il l'avait sorti de la partie interdite du camp. Il l'avait déposé le long d'un baraquement dans la partie du camp où se trouvaient les survivants. Il n'y avait pas de soldats américains dans le camp. C'était pour ça qu'ils avaient pu le faire. Ils étaient tous au poste de garde, épouvantés par le typhus. Beauchamp et D sont partis de Paris le jour même, au début de l'après-midi. C'était le 12 mai, le jour de la paix. Beauchamp portait l'uniforme de colonel de François Morland. D était un lieutenant français. Il avait ses papiers de résistant, au nom de D. Maas. Ils ont roulé toute la nuit. Ils sont arrivés à Dachau le lendemain matin. Ils ont cherché Robert L. pendant plusieurs heures. Puis en passant près d'un corps, ils avaient entendu prononcer le prénom de D. Moi je crois qu'ils ne l'ont pas reconnu. Mais Morland avait prévenu qu'il n'était pas reconnaissable. Ils l'ont pris. Et c'est après qu'ils ont dû le reconnaître. Ils avaient, sous leurs vêtements, une 3e tenue d'officier français. Il a fallu le faire tenir droit. Ils ne pouvaient plus le faire seul, mais ils ont réussi à l'habiller. Il a fallu l'empêcher de saluer devant les baraquements des SS, le faire passer les postes de garde, lui éviter les vaccinations qui l'auraient tué. Les soldats américains, noirs pour la plupart, portaient des masques à gaz contre le typhus. L'épouvante en était là. Les ordres étaient tels que s'ils avaient soupçonné le véritable état de Robert L., ils l'auraient immédiatement remis dans le mouroir du camp. Une fois Robert L. sorti, il a fallu le faire marcher jusqu'à la 11 légère. Une fois qu'ils l'ont allongé sur la banquette arrière, Robert L. a eu une syncope. Ils ont cru que c'était fini, mais non. Le voyage a été très dur, très long. Il fallait s'arrêter toutes les demi-heures à cause de la dysenterie. Dès qu'ils se sont éloignés de Dachau, Robert L. a parlé. Il a dit qu'il savait qu'il n'arriverait pas à Paris vivant. Alors il a commencé à raconter, pour que ce soit dit, avant sa mort. Robert L. n'a accusé personne, aucune race, aucun peuple. Il a accusé l'homme. Au sortir de l'horreur, mourant, délirant, Robert L. avait encore cette faculté de n'accuser personne, sauf les gouvernements qui sont de passage dans l'histoire des peuples. Il voulait que D. et Beauchamp me racontent après sa mort ce qu'il avait dit. Ils ont atteint la frontière française le soir même. C'était du côté de Wissembourg. D. m'a téléphoné. On a atteint la France, on vient de passer la frontière. On sera là demain, à la fin de matinée. Attendez-vous au pire. Vous ne le reconnaîtrez pas. Ils ont dîné dans un mess d'officiers. Robert parlait et racontait toujours. Quand il était entré dans le mess, tous les officiers s'étaient levés et avaient salué Robert L. Robert L. n'avait pas vu. Ces choses-là, il ne les avait jamais vues. Il parlait du martyr allemand, de ce martyr commun à tous les hommes. Il racontait. Ce soir-là, il a dit qu'il voulait manger une truite avant de mourir. Dans Wissembourg, vidé, on a trouvé une truite pour Robert L. Il en a mangé quelques bouchées, puis
Il a recommencé à parler. Il a parlé de la charité. Il avait entendu quelques périodes du révérend père Riquet, et il a commencé à dire cette phrase très obscure. Quand on me parlera de charité chrétienne, je dirai Darao. Il ne l'a pas terminé. Cette nuit-là, ils ont dormi du côté de Bar-sur-Aube. Robert L. a dormi quelques heures. Ils ont atteint Paris à la fin de la matinée, juste avant de venir rue Saint-Benoît. D s'est arrêté pour me téléphoner encore. Je vous téléphone pour vous prévenir que c'est plus terrible que tout ce qu'on a imaginé. Il est heureux. J'ai entendu des cris retenus dans l'escalier, un remue-ménage, un piétinement, puis des claquements de porte et des cris. C'était ça. C'était eux qui revenaient d'Allemagne. Je n'ai pas pu l'éviter. Je suis descendue pour me sauver dans la rue. Beauchamp et D le soutenaient par les aisselles. Ils étaient arrêtés au palier du premier étage. Ils avaient les yeux levés. Je ne sais plus exactement. Il a dû me regarder et me reconnaître et sourire. J'ai hurlé que non, que je ne voulais pas voir. Je suis repartie. J'ai remonté l'escalier. Je hurlais, de cela je me souviens. La guerre sortait dans des hurlements. 6 années sans crier. Je me suis retrouvée chez des voisins. Ils me forçaient à boire du rhum. Ils me le versaient dans la bouche, dans les cris. Je ne sais plus quand je me suis retrouvée devant lui. Lui, Robert L. Je me souviens des sanglots partout dans la maison, que les locataires sont restés longtemps dans l'escalier, que les portes étaient ouvertes. On m'a dit, après que la concierge avait décoré l'entrée pour l'accueillir, que dès qu'il était passé, elle avait tout arraché, et elle s'était enfermée dans sa loge, farouche, pour pleurer. Dans mon souvenir, à un moment donné, les bruits s'éteignent, et je le vois, immense, devant moi. Je ne le reconnais pas. Il me regarde, il sourit, il se laisse regarder. Une fatigue surnaturelle se montre dans son sourire, celle d'être arrivé à vivre jusqu'à ce moment-ci. C'est à ce sourire que tout à coup, je le reconnais, mais de très loin, comme si je le voyais au fond d'un tunnel. C'est un sourire de confusion. Il s'excuse d'en être là, réduit à ce déchet. Et puis le sourire s'évanouit, et il redevient un inconnu. Mais la connaissance est là, que cet inconnu c'est lui, Robert L., dans sa totalité. Il avait voulu revoir la maison. On l'avait soutenu, et il avait fait le tour des chambres. Ses joues se plissaient, mais elles ne se décollaient pas des mâchoires. C'était dans ses yeux qu'on avait vu son sourire. Quand il était passé dans la cuisine, il avait vu le clafoutis qu'on lui avait fait. Il a cessé de sourire. Qu'est-ce que c'est ? On le lui avait dit. À quoi il était ? Aux cerises. C'était la pleine saison. Je peux en manger ? Nous ne le savons pas. C'est le docteur qui le dira. Il était revenu au salon. Il s'était allongé sur le divan. Alors, je ne peux pas en manger ? Pas encore. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà eu des accidents dans Paris, à trop vite faire manger les déportés au retour des camps. Il avait cessé de poser des questions sur ce qui s'était passé pendant son absence. Il avait cessé de nous voir. Son visage s'était recouvert d'une douleur intense et muette parce que la nourriture lui était encore refusée, que ça continuait, comme au camp de concentration. Et comme au camp, il avait accepté, en silence. Il n'avait pas vu qu'on pleurait. Il n'avait pas vu non plus qu'on pouvait à peine le regarder, à peine lui répondre. Le docteur est arrivé. Il s'est arrêté net, la main sur la poignée, très pâle. Il nous a regardés, puis il a regardé la forme, sur le divan. Il ne comprenait pas. Et puis il a compris.
Cette forme n'était pas encore morte. Elle flottait entre la vie et la mort, et on l'avait appelé, lui, le docteur, pour qu'il essaye de la faire vivre. Encore. Le docteur est entré. Il est allé jusqu'à la forme, et la forme lui a souri. Ce docteur viendra plusieurs fois par jour pendant 3 semaines, à toute heure du jour et de la nuit. Dès que la peur était trop grande, on l'appelait, il venait. Il a sauvé Robert L. Il a été lui aussi emporté par la passion de sauver Robert L. de la mort. Il a réussi. Nous avons sorti le clafoutis de la maison pendant qu'il dormait. Le lendemain, la fièvre était là. Il n'a plus parlé d'aucune nourriture. S'il avait mangé dès le retour du camp, son estomac se serait déchiré sous le poids de la nourriture. Ou bien le poids de celle-ci aurait appuyé sur le cœur, qui lui, au contraire, dans la caverne de sa maigreur, était devenu énorme. Il battait si vite qu'on n'aurait pas pu compter ses pulsations, qu'on n'aurait pas pu dire qu'il battait à proprement parler, mais qu'il tremblait, comme sous l'effet de l'épouvante. Non, il ne pouvait pas manger sans mourir. Or, il ne pouvait plus rester encore sans manger, sans en mourir. C'était là la difficulté. La lutte a commencé très vite avec la mort. Il fallait y aller doux avec elle, avec délicatesse, tact, doigté. Elle le cernait de tous les côtés. Mais tout de même, il y avait encore un moyen de l'attendre, lui. Ce n'était pas grand, cette ouverture par où communiquer avec lui, mais la vie était quand même en lui, à peine une écharde, mais une écharde quand même. La mort montait à l'assaut. 39,5 le premier jour, puis 40, puis 41. La mort s'essoufflait. 41. Le cœur vibrait comme une corde de violon. 41 toujours, mais il vibre. Le cœur, pensions-nous, le cœur va s'arrêter. Toujours 41. La mort à coups de boutoir frappe, mais le cœur est sourd. Ce n'est pas possible. Le cœur va s'arrêter. Non. De la bouillie, avait dit le docteur, par cuillère à café. 6 ou 7 fois par jour, on lui donnait de la bouillie. Une cuillère à café de bouillie l'étouffait. Il s'accrochait à nos mains, il cherchait l'air et retombait sur son lit. Mais il avalait. De même, 6 à 7 fois par jour, il demandait à faire. On le soulevait en le prenant par-dessous les genoux et sous les bras. Il devait peser entre 37 et 38 kilos. L'os, la peau, le foie, les intestins, la cervelle, le poumon, tout compris. 38 kilos répartis sur un corps d'1,78 m. On le posait sur le seau hygiénique, sur le bord duquel on disposait un petit coussin. Là où les articulations jouaient à nu sous la peau était à vif. La petite juive de 17 ans du faubourg du Temple a les coudes qui ont troué la peau de ses bras, sans doute à cause de sa jeunesse et de la fragilité de la peau. Son articulation est au dehors, au lieu d'être au dedans. Elle sort nue, propre. Elle ne souffre pas, ni de ses articulations, ni de son ventre duquel on a enlevé, un, à intervalles réguliers, tous ses organes génitaux. Une fois assis sur son seau, il faisait d'un seul coup, dans un glouglou énorme, inattendu, démesuré. Ce que se retenait de faire le cœur, la nuit ne pouvait pas le retenir. Il lâchait son contenu. Tout ou presque lâchait son contenu. Même les doigts, qui ne retenaient plus les ongles, qui les lâchaient à leur tour. Le cœur, lui, continuait à retenir son contenu. Le cœur et la tête. Hagarde mais sublime, seule, elle sortait de ce charnier. Elle émergeait, se souvenait, racontait,
reconnaissait, réclamait, parlait, parlait. La tête tenait au corps par le cou, comme d'habitude les têtes tiennent. Mais ce cou était tellement réduit, on en faisait le tour d'une seule main, tellement desséché qu'on se demandait comment la vie y passait. Une cuillère à café de bouillie passait à grand-peine et le bouchait. Au commencement, le cou faisait un angle droit avec l'épaule. En haut, le cou pénétrait à l'intérieur du squelette. Il collait en haut des mâchoires, s'enroulait autour des ligaments, comme un lierre. Au travers, on voyait se dessiner les vertèbres, les carotides, les nerfs, le pharynx, et passer le sang. La peau était devenue du papier à cigarette. Il faisait donc cette chose gluante, vert sombre, qui bouillonnait. Merde que personne n'avait encore vue. Lorsqu'il l'avait faite, on le recouchait. Il était anéanti, les yeux mi-clos, longtemps. Pendant 17 jours, l'aspect de cette merde resta le même. Elle était inhumaine. Elle le séparait de nous, plus que la fièvre, plus que la maigreur, les doigts désanglés, les traces de coups, des SS. On lui donnait de la bouillie jaune d'or, bouillie pour nourrisson, et elle ressortait de lui vert sombre, comme de la vase de marécage. Le seau hygiénique, fermé, on entendait les bulles lorsqu'elle crevait à la surface. Elle aurait pu rappeler, blaireuse et gluante, un gros crachat. Dès qu'elle sortait, la chambre s'emplissait d'une odeur qui n'était pas celle de la putréfaction, du cadavre. Y avait-il d'ailleurs encore dans son corps matière à cadavre? Mais plutôt celle d'un humus végétal, l'odeur des feuilles mortes, celle des sous-bois, trop épais. C'était là en effet une odeur sombre, épaisse, comme le reflet de cette nuit épaisse de laquelle il émergeait, et que nous ne connaîtrions jamais. Je m'appuyais aux persiennes, la rue sous mes yeux passait, et comme ils ne savaient pas ce qui arrivait dans la chambre, j'avais envie de leur dire que dans cette chambre, au-dessus d'eux, un homme était revenu des camps allemands, vivant. Évidemment, il avait fouillé dans les poubelles pour manger. Il avait mangé des herbes, il avait bu de l'eau des machines, mais ça n'expliquait pas. Devant la chose inconnue, on cherchait des explications. On se disait que peut-être là, sous nos yeux, il mangeait son foie, sa rate. Comment savoir? Comment savoir ce que ce ventre contenait encore d'inconnu, de douleur? 17 jours durant, l'aspect de cette merde est resté le même. 17 jours sans que cette merde ressemble à quelque chose de connu. Chacune des 7 fois qu'il fait par jour, nous la humons, nous la regardons, sans la reconnaître. 17 jours, nous cachons à ses propres yeux ce qui sort de lui, de même que nous lui cachons ses propres jambes, ses pieds, son corps, l'incroyable. Nous ne sommes jamais habitués à les voir. On ne pouvait pas s'y habituer. Ce qui était incroyable, c'était qu'il vivait encore. Lorsque les gens entraient dans la chambre et qu'ils voyaient cette forme sous les draps, ils ne pouvaient pas en supporter la vue. Ils détournaient les yeux. Beaucoup sortaient et ne revenaient plus. Il ne s'est jamais aperçu de notre épouvante, jamais une seule fois. Il était heureux, il n'avait plus peur. La fièvre le portait. 17 jours. Un jour, la fièvre tombe. Au bout de 17 jours, la mort se fatigue. Dans le seau, elle ne bouillonne plus. Elle devient liquide. Elle reste verte, mais elle a une odeur plus humaine. Une odeur humaine. Et un jour, la fièvre tombe. On lui a fait 12 litres de sérum. Et un matin, la fièvre tombe. Il est couché sur ses 9 coussins, un pour la tête, 2 pour les avant-bras, 2 pour les bras, 2 pour les mains, 2 pour les pieds. Car tout ça ne pouvait plus supporter son propre poids. Il fallait engloutir ce poids dans du duvet, l'immobiliser. Et une fois, un matin, la fièvre sort de lui.
La fièvre revient, mais retombe. Elle revient encore, un peu plus basse, et retombe encore. Et puis un matin, il dit « J'ai faim ». La faim avait disparu avec la montée de la fièvre. Elle était revenue avec la retombée de la fièvre. Un jour, le docteur a dit « Essayons de lui donner à manger. Commençons par du jus de viande. S'il le supporte, continuez à lui en donner. Mais en même temps, donnez-lui de tout. Par petites doses tout d'abord, et par palier de 3 jours. Un peu plus, à chaque palier. Dans la matinée, je fais tous les restaurants de Saint-Germain-des-Prés pour trouver un presse-viande. J'en trouve un, boulevard Saint-Germain, dans un grand restaurant. Ils ne peuvent pas le prêter. Je dis que c'est pour un déporté politique qui est très mal, que c'est une question de vie ou de mort. La dame réfléchit. Elle dit « Je ne peux pas vous le prêter, mais je peux vous le louer. Ce sera 1000 francs par jour. » Je donne mon nom, mon adresse et une caution. La viande m'est vendue au prix coûtant par le restaurant Saint-Benoît. Il digérait parfaitement le jus de viande. Alors au bout de 3 jours, il a commencé à manger des aliments solides. Sa faim a appelé sa faim. Elle est devenue de plus en plus grande, insatiable. Elle a pris des proportions effrayantes. On ne le servait pas. On lui donnait directement les plats devant lui et on le laissait et il mangeait. Il fonctionnait. Il faisait ce qu'il fallait pour vivre. Il mangeait. C'était une occupation qui prenait tout son temps. Il attendait la nourriture pendant des heures. Il avalait sans savoir quoi. Puis on éloignait la nourriture et il attendait qu'elle revienne. Il a disparu. La faim est à sa place. Le vide, donc, est à sa place. Il donne au gouffre, il remplit ce qui était vidé, les entrailles décharnées. C'est ce qu'il fait. Il obéit. Il sert. Il fournit à une fonction mystérieuse. Comment sait-il pour la faim? Comment perçoit-il que c'est cela qu'il faut? Il le sait d'un savoir sans équivalence aucune. Il mange une côtelette de mouton, puis il suce l'os, les yeux baissés, attentif seulement à ne laisser aucune parcelle de viande. Puis, il reprend une deuxième côtelette de mouton, puis une troisième, sans lever les yeux. Il est assis dans la pénombre du salon, près d'une fenêtre à demi ouverte, sur un fauteuil, entouré de ses coussins, sa canne à côté de lui. Dans ses pantalons, ses jambes flottent comme des béquilles. Lorsqu'il fait du soleil, on voit à travers ses mains. Hier, il ramassait les miettes de pain tombées sur son pantalon, par terre, en faisant des efforts énormes. Aujourd'hui, il en laisse quelques-unes. Quand il mange, on le laisse seul dans la pièce. On n'a plus à aider. Ses forces sont revenues suffisamment pour qu'il tienne une cuiller, une fourchette. Mais on lui coupe la viande. On le laisse seul devant la nourriture. On évite de parler dans les pièces à côté. On marche sur la pointe des pieds. On le regarde de loin. Il fonctionne. Il n'a pas de préférence marquée pour les plats. De moins en moins de préférence. Il avale comme un gouffre. Quand les plats n'arrivent pas assez vite, il sanglote et il dit qu'on ne le comprend pas. Hier après-midi, il est allé voler du pain dans le frigidaire. Il vole. On lui dit de faire attention, de ne pas trop manger. Alors il pleure. Je le regardais de la porte du salon. Je n'entrais pas. Pendant 15 jours, 20 jours, je l'ai regardé manger, sans pouvoir m'habituer non plus, dans une joie fixe. Quelquefois, cette joie me faisait pleurer, moi aussi. Il ne me voyait pas. Il m'avait oublié. Les forces reviennent. Moi aussi, je recommence à manger. Je recommence à dormir, je reprends du poids. Nous allons vivre. Comme lui, pendant 17 jours, je ne peux pas manger. Comme lui, pendant 17 jours, je n'ai pas dormi.
Du moins, je crois n'avoir pas dormi. En fait, je dors 2 à 3 heures par jour. Je m'endors partout. Je me réveille dans l'épouvante. C'est abominable. Chaque fois, je crois qu'il est mort, pendant mon sommeil. J'ai toujours cette petite fièvre nocturne. Le docteur qui vient pour lui s'inquiète aussi pour moi. Il ordonne des piqûres. L'aiguille se casse dans le muscle de ma cuisse. Mes muscles sont comme tétanisés. L'infirmière ne veut plus me faire de piqûres. Le manque de sommeil provoque des troubles de vision. Je m'accroche au meuble pour marcher. Le sol penche devant moi et j'ai peur de glisser. On mange la viande qui a servi à lui faire des jus de viande. Elle est comme du papier, du coton. Je ne fais plus du tout de cuisine, sauf le café. Je me sens très près de la mort que j'ai souhaitée. Ça m'indiffère. Et même cela, que ça m'indiffère, je n'y pense pas. Mon identité s'est déplacée. Je suis seulement celle qui a peur quand elle se réveille. Celle qui veut à sa place, pour lui. Ma personne est là, dans ce désir. Et ce désir, même quand Robert L. est au plus mal, il est inexprimablement fort, parce que Robert L. est encore en vie. Quand j'ai perdu mon petit frère et mon petit enfant, j'avais perdu aussi la douleur. Elle était pour ainsi dire sans objet. Elle se bâtissait sur le passé. Ici, l'espoir est entier. La douleur est implantée dans l'espoir. Parfois, je m'étonne de ne pas mourir. Une lame glacée enfoncée profond dans la chair vivante, de nuit, de jour, et en survie. Les forces reviennent. Nous avions été prévenus par téléphone. Pendant 1 mois, nous lui avions caché la nouvelle. C'est après qu'il ait repris des forces, pendant un séjour à Verrières-le-Buisson, dans un centre de convalescence pour déportés, que nous lui avons appris la mort de sa jeune sœur, Marie-Louise L. C'était la nuit. Il y avait là sa plus jeune sœur et moi. On lui a dit « Il faut qu'on te dise quelque chose qu'on t'a caché. » Il a dit « Vous me cachez la mort de Marie-Louise. » Jusqu'au jour où on est restés ensemble dans la chambre, sans parler d'elle, sans parler. J'ai vomi. Je crois qu'on a tous vomi. Lui répétait les mots. 24 ans, assis sur le lit, les mains sur sa canne. Il ne pleurait pas. Les forces sont revenues encore davantage. Un autre jour, je lui ai dit qu'il nous fallait divorcer, que je voulais un enfant de D, que c'était à cause du nom que cet enfant porterait. Il m'a demandé s'il était possible qu'un jour on se retrouve. J'ai dit que non, que je n'avais pas changé d'avis depuis 2 ans, depuis que j'avais rencontré D. Je lui ai dit que même si D n'existait pas, je n'aurais pas vécu de nouveau avec lui. Il ne m'a pas demandé les raisons que j'avais de partir. Je ne les lui ai pas données. Une fois, nous sommes à Saint-Joriot, sur le lac d'Annecy, dans une maison de repos pour déportés. C'est un hôtel-restaurant sur le bord de la route. C'est en août 1945. Hiroshima, c'est là qu'on l'apprend. Le poids est revenu, il a grossi. Il n'a pas la force de porter son poids ancien. Il marche avec cette canne que je revois, en bois sombre, épaisse. Quelquefois, on dirait qu'il veut frapper avec cette canne. Les murs, les meubles, les portes. Pas les gens, non, mais toutes les choses qu'il rencontre sur son passage. Il y a aussi D sur le lac d'Annecy. Nous n'avons pas d'argent pour aller dans des hôtels que nous payerions. Je ne vois pas qu'il soit près de nous pendant ce séjour en Savoie. Il est entouré d'étrangers, il est encore seul, il ne dit rien de ce qu'il pense. Il est dissimulé, il est sombre. Sur le bord de la route, un matin, ce titre énorme dans un journal. Hiroshima. On dirait qu'il veut frapper, qu'il est aveuglé par une colère par laquelle il doit passer,
avant de pouvoir revivre. Après Hiroshima, je crois qu'il parle avec D. D est son meilleur ami. Hiroshima est peut-être la première chose extérieure à sa vie qu'il voit, qu'il lit, au dehors. Une autre fois, c'était avant la Savoie, il est à la terrasse du Flore. Il y a beaucoup de soleil. Il avait voulu aller au Flore pour voir, il avait dit. Les garçons viennent le saluer, et c'est à ce moment-là que je le revois. Il crie, il martèle le sol avec sa canne. J'ai peur qu'il casse les vitres. Les garçons le regardent, près des larmes, consternés, sans un mot. Et puis je le vois s'asseoir et se taire longtemps. Puis le temps a passé encore. Ça a été le premier été de la paix, 1946. Ça a été une plage en Italie, entre Livourne et La Spezia. Il y a 1 an et 4 mois qu'il est revenu des camps. Il sait pour sa sœur. Il sait pour notre séparation, depuis de longs mois. Il est là, sur la plage. Il regarde venir des gens. Je ne sais pas qui. Comme il regarde, comme il fait pour voir. C'était ce qui mourait en premier dans l'image allemande de sa mort, lorsque je l'attendais à Paris. Quelquefois, il reste de longs moments sans parler, le regard au sol. Il ne peut pas encore s'habituer à la mort de la jeune sœur. 24 ans, aveugle, les pieds gelés, phthisique au dernier degré, transportée en avion de Ravensbrück à Copenhague, morte le jour de son arrivée. C'est le jour de l'armistice. Il ne parle jamais d'elle. Il ne prononce jamais son nom. Il a écrit un livre sur ce qu'il croit avoir vécu en Allemagne. L'espèce humaine. Une fois ce livre écrit, fait, édité, il n'a plus parlé des camps de concentration allemands. Il ne prononce jamais ces mots. Jamais plus. Jamais plus non plus le titre du livre. C'est un jour de Libeccio. Dans cette lumière qui accompagne le vent, l'idée de sa mort s'arrête. Je suis allongée près de Ginetta. Nous avons grimpé la pente de la plage et nous sommes allés profond dans les roseaux. Nous nous sommes déshabillés. Nous sortons de la fraîcheur du bain. Le soleil brûle cette fraîcheur sans encore l'atteindre. La peau protège bien. À la base de mes côtes, dans un creux sur ma peau, je vois battre mon cœur. J'ai faim. Les autres sont restés sur la plage. Ils jouent au ballon, sauf Robert L. Pas encore. Au-dessus des roseaux, on voit les flancs neigeux des carrières de marbre de Carrare. Au-dessus, il y a des montagnes plus hautes qui étincellent de blancheur. De l'autre côté, plus près, on voit Monte Marcello, juste au-dessus de l'embouchure de la Magra. On ne voit pas le village de Monte Marcello, mais seulement la colline, les bois de figuier, et tout au sommet les flancs sombres des pins. On entend, il rit, Elio surtout. Ginetta dit, écoute-le, c'est comme un enfant. Robert L. ne rit pas. Il est allongé sous un parasol. Il ne peut pas encore supporter le soleil. Il les regarde jouer. Le vent n'arrive pas à passer à travers les roseaux, mais il nous apporte les bruits de la plage. La chaleur est terrible. Ginetta prend 2 moitiés de citron dans son casque de bain. Elle m'en tend une. On presse le citron au-dessus de nos bouches ouvertes. Le citron coule goutte à goutte dans notre gorge. Il arrive sur notre faim et nous en fait mesurer la profondeur, la force. Ginetta dit que le citron est bien le fruit qu'il fallait quand il faisait cette chaleur. Elle dit « Regarde les citrons de la plaine de Carrare comme ils sont énormes. Ils ont la peau épaisse qui les garde frais sous le soleil. Ils ont le jus comme les oranges, mais ils ont le goût sévère. » On entend toujours les joueurs. Robert L., lui, on ne l'entend toujours pas.
C'est dans ce silence-là que la guerre est encore présente, qu'elle sourd à travers le sable, le vent. Ginette a dit « Je regrette beaucoup de ne pas t'avoir connu quand tu as attendu le retour de Robert. » Elle dit qu'elle le trouve bien, mais qu'elle a l'impression qu'il se fatigue vite. Elle le remarque surtout quand il marche, quand il nage, à cette lenteur qu'il a, si douloureuse. Comme elle ne l'a pas connu avant, elle dit qu'elle ne peut pas être sûre de ce qu'elle dit. Mais elle a comme une crainte qu'il ne puisse jamais retrouver sa force d'avant les camps. Dès ce nom, Robert L., je pleure. Je pleure encore. Je pleurerai toute ma vie. Ginetta s'excuse et se tait. Chaque jour, elle croit que je pourrais parler de lui, et je ne peux pas encore. Mais ce jour-là, je lui dis que je pensais pouvoir le faire un jour, et que déjà j'avais écrit un peu sur ce retour, que j'avais essayé de dire quelque chose de cet amour, que c'était là, pendant son agonie, que j'avais mieux connu cet homme, Robert L., que j'avais perçu pour toujours ce qui le faisait lui et lui seul, et rien, ni personne d'autre au monde, que je parlais de la grâce particulière à Robert L. ici-bas, de celle qui lui était propre et qui le portait à travers les camps, l'intelligence, l'amour, la lecture, la politique, et tout l'indicible des jours, de cette grâce à lui particulière, mais faite de la charge égale, du désespoir de tous. La chaleur est devenue trop insupportable. Nous avons remis nos maillots, nous avons traversé la plage en courant. Nous sommes allés droit dans la mer. Ginetta est partie loin. Je suis restée au bord. Le libeccio était tombé, ou bien c'était un autre jour, sans vent, ou bien c'était une autre année, un autre été, un autre jour, sans vent. La mer était bleue, même là, sous nos yeux. Et il n'y avait pas de vagues, mais une houle extrêmement douce. Une respiration, dans un sommeil profond. Les autres se sont arrêtés de jouer et se sont accroupis sur leurs serviettes dans le sable. Lui s'est levé et il a avancé vers la mer. Je suis venue près du bord. Je l'ai regardé. Il a vu que je le regardais. Il clignait des yeux derrière ses lunettes et il me souriait. Il remuait la tête par petits coups, comme on fait pour se moquer. Je savais qu'il savait qu'à chaque heure de chaque jour, je le pensais. Il n'est pas mort au camp de concentration.